10 mécaniciens ont essayé, aucun n'a réussi. Mais quand cette femme est arrivée à vélo, avec ses vêtements tachés de graisse et son regard déterminé, le millionnaire s'est mis à rire. « Vous allez réparer mon pick-up d'1,5 million d'euros ?» s'est-il moqué devant tous ses employés. Ce qu'elle a fait ensuite a même fait s'arrêter le soleil de Provence pour regarder. Abonnez-vous à la chaîne Moteurs et Espoirs et dites-nous dans les commentaires de quelle région de France vous regardez cette histoire, mes amis. Septembre 2024, région de Provence. Le soleil tapait fort ce matin-là, comme seul le sud de la France le connaît, quand le thermomètre affichait 32 degrés avant même 9 heures. Et au milieu de cette chaleur, une jeune femme pédalait sur son vieux vélo le long du chemin de terre menant au domaine Saint-Michel, la propriété agricole la plus imposante de la région. Son nom était Sophie Moreau, 29 ans, cheveux châtains attachés en queue de cheval pratique, vêtements simples tachés de graisse, un sac à dos usé sur les épaules contenant sa caisse à outils improvisée. Elle avait pédalé 18 kilomètres depuis la ville, et la sueur coulait sur son visage, se mélangeant à la poussière du chemin. Sophie n'était pas là par hasard. Elle était désespérée. L'atelier mécanique où elle travaillait depuis 3 ans avait fermé ses portes la semaine précédente, victime de la crise économique qui frappait le pays. Et c'était précisément maintenant quand elle avait le plus besoin d'argent. Sa mère, Madame Colette, avait besoin d'un traitement dentaire qui coûterait 4 000 €, et son petit frère Thomas était sur le point d'entrer à l'université. En tant qu'aîné de 3 enfants, Sophie avait toujours senti qu'il était de sa responsabilité de prendre soin de la famille, surtout après avoir perdu son père. Pierre Moreau avait été le meilleur mécanicien agricole de la région. Tous ceux qui possédaient un tracteur, une moissonneuse ou un pick-up lourd dans les environs connaissaient Pierre. Il avait un don, vous savez, ce genre de talent qui ne s'apprend pas à l'école, qui vient de l'intérieur, une connexion presque spirituelle avec les machines. Mais 13 ans auparavant, quand Sophie n'avait que 16 ans, un infarctus foudroyant avait emporté Pierre d'une heure à l'autre, sans avertissement, sans temps pour dire au revoir. Madame Colette était devenue veuve, avec 3 enfants à élever, sans qualification professionnelle, sans revenu fixe. Ce fut le moment le plus sombre de la vie de cette famille. Sophie se souvenait comme si c'était hier. Elle était en seconde quand son père est décédé. Elle n'avait pas eu le choix. Elle avait dû abandonner ses études pour travailler. Mais travailler à quoi? Elle n'avait d'expérience en rien. C'est alors qu'elle trouva les carnets techniques de son père rangés dans une boîte au fond de l'armoire. C'étaient des notes détaillées sur les moteurs, les systèmes électriques, l'hydraulique, les transmissions, des diagrammes dessinés à la main, des explications d'une écriture soignée, des secrets de décennies d'expérience. Sophie commença à étudier ces carnets comme s'ils étaient des livres sacrés. Elle regardait des vidéos sur YouTube, lisait des manuels techniques qu'elle trouvait sur Internet et s'entraînait sur n'importe quel moteur cassé qu'elle pouvait trouver. Des tracteurs abandonnés dans des terrains vagues, des camionnettes que les voisins allaient jeter. Elle démontait, étudiait, remontait jusqu'à comprendre chaque vis, chaque composant. Et elle découvrit qu'elle avait hérité du don de son père, peut-être même de façon plus intense. Sophie développa une spécialité dans les moteurs diesel de haute puissance, ces turbocomplexes avec système d'injection électronique Common Rail, qui exigent des connaissances techniques approfondies. Pendant 13 ans, elle travailla dans de petits ateliers, toujours dans l'ombre, toujours sous-estimée. Les patrons la mettaient sur des services basiques, changer l'huile, laver des pièces, tandis que les mécaniciens hommes s'occupaient des travaux importants. Mais peu à peu, discrètement, certains agriculteurs de la région commencèrent à demander spécifiquement après elle, surtout quand ils avaient des problèmes impossibles, ceux que personne ne parvenait à résoudre. Sophie devint une légende silencieuse dans le circuit agricole. Certains l'appelaient la doctoresse des diesels, mais maintenant, au chômage et désespérée, elle parcourait les domaines, offrant ses services directement. C'était humiliant. Elle le savait.
Mais l'orgueil ne paie pas les factures, ne met pas de nourriture sur la table, ne résout pas les problèmes de santé de sa mère. Quand elle arriva à la grille du domaine Saint-Michel ce matin-là, le gardien, Monsieur Jacques, un homme d'une 50aine d'années à l'expression bienveillante, fut touché par la détermination de cette jeune femme qui arrivait en sueur, épuisée, mais avec un regard ferme. « Mademoiselle, que cherchez-vous ici ?» demanda-t-il avec gentillesse. « Bonjour, monsieur. Je m'appelle Sophie Moreau. Je suis mécanicienne. Je cherche du travail, n'importe quel service sur des tracteurs, des pick-up, des équipements agricoles. Est-ce que le propriétaire du domaine aurait besoin de quelqu'un ?» Monsieur Jacques se gratta la tête, pensif. « Écoutez, normalement je ne vous laisserai pas entrer comme ça, sans prévenir, mais le patron a un problème que personne n'a réussi à résoudre. Il a un pick-up Dodge Ram qui lui a coûté une fortune, immobilisé depuis 4 mois. Des mécaniciens sont venus de partout, des gens spécialisés, des gens avec des diplômes, et personne n'a pu le réparer. Le patron est furieux. Si vous voulez tenter votre chance, allez-y. Mais je vous préviens, le patron n'est pas facile. Il est, comment dire, difficile à gérer. » Sophie remercia et suivit le chemin interne du domaine. La propriété était immense, avec des plantations de lavande et de tournesol s'étendant à perte de vue. D'énormes hangars abritaient du matériel agricole de dernière génération. C'était la richesse, le pouvoir. Et elle, une mécanicienne au chômage arrivant à vélo, se sentait minuscule, mais elle respira profondément et continua d'avancer. Le propriétaire de ce domaine était Laurent Dubois, 44 ans, héritier d'une famille traditionnelle d'agriculteurs de Provence. Son père, le vieux Auguste Dubois, avait construit le domaine Saint-Michel de zéro dans les années 1970 et Laurent avait hérité de l'Empire. Mais il ne s'était pas contenté d'administrer ce qu'il avait reçu. Il avait agrandi, acheté 4 autres propriétés, tout modernisé, investi dans la technologie de pointe. Aujourd'hui, son patrimoine était évalué à 180 millions d'euros. Lavande, tournesol, olives, vignes, tout à échelle industrielle. Laurent était respecté, voire craint dans le milieu de l'agrobusiness régional. Un homme d'affaires implacable qui ne tolérait pas l'incompétence et qui croyait fermement que l'argent était la mesure de la valeur d'une personne. Mais derrière toute cette arrogance, toute cette dureté, il y avait une blessure qui ne cicatrisait jamais. 7 ans auparavant, Laurent avait perdu sa femme, Claire. Elle voyageait vers Paris pour visiter sa famille, quand l'avion, un petit bimoteur privé, s'était écrasé dans une région montagneuse. Il n'y avait eu aucun survivant. Laurent avait reçu la nouvelle par téléphone au milieu d'une réunion d'affaires. Depuis ce jour, quelque chose en lui s'était brisé, il s'était fermé émotionnellement, était devenu froid, distant, ne s'était plus jamais engagé sérieusement avec personne. Le travail était devenu son obsession, sa fuite, et tous ceux qui l'entouraient n'étaient plus que des pièces sur un échiquier, des employés remplaçables. Il traitait même ses gérants les plus loyaux avec froideur, sans connexion authentique. Sa solitude était profonde, mais il la masquait avec arrogance et contrôle absolu. Et ce matin de septembre, Laurent était particulièrement furieux. Depuis 4 mois, son Dodge Ram 3500, Laramie 2023 noir, évalué à 52 000 € et équipé d'un moteur Cummins turbo-diesel 6 cylindres, refusait simplement de démarrer. Le moteur ne se lançait pas, simple comme ça. Le tableau de bord n'affichait qu'un code d'erreur générique, ce Paysil 87 qui indiquait une pression de carburant insuffisante. Laurent, qui dépendait de ce pick-up pour superviser ses 5 propriétés, avait appelé le meilleur mécanicien de la concession officielle. L'homme était venu, avait fait des tests, remplacé la pompe à carburant haute pression pour presque 1 000 €. Ça n'avait pas fonctionné. Il avait appelé un autre spécialiste. Ils avaient changé des capteurs, reprogrammé le module électronique de contrôle. Rien. Un 3e mécanicien, réputé pour les moteurs diesel, avait passé 3 jours au domaine à tester, démonter, analyser. Échec. Un 4e, un 5e, un 6e mécanicien. Tous avaient facturé cher,
certains plus de 5 000 € par jour de travail. Tous avaient échoué. 10 mécaniciens spécialisés avec diplôme, certification, années d'expérience. Aucun n'avait réussi à faire démarrer ce RAM. Laurent avait déjà dépensé près de 8 000 € en tentative de réparation, et le pick-up restait là, immobilisé dans la cour centrale du domaine comme un monument à son impuissance. Pour la première fois de sa vie, l'argent de Laurent n'avait pas résolu un problème, et cela le consumait de l'intérieur, alimentait sa fureur, sa frustration. C'est à ce moment précis que Sophie arriva à vélo dans la cour centrale. Elle vit le RAM noir imposant, avec le capot partiellement ouvert, des outils éparpillés autour, et à côté du pick-up, 3 hommes conversaient d'un ton sérieux. L'un d'eux, le plus grand, vêtu d'une chemise chère et de bottes en cuir importé, était clairement le propriétaire, Laurent Dubois. Les 2 autres étaient des gérants du domaine. Sophie respira profondément, descendit de son vélo, ajusta son sac à dos sur ses épaules et s'approcha d'un pas ferme mais respectueux. « Bonjour, monsieur. » Les 3 hommes arrêtèrent de parler et la regardèrent. Le silence fut lourd. Laurent l'examina de haut en bas, ses yeux parcourant les vêtements simples, les taches de graisse, les mains calleuses, le vieux vélo. Son visage se tordit en une expression mélangeant surprise, incrédulité et mépris. « Bonjour, » répondit-il en traînant les mots. « Vous êtes perdu, l'entrée des fournisseurs est de l'autre côté. »« Non, monsieur, je m'appelle Sophie Moreau. Je suis mécanicienne spécialisée en moteur diesel. Le gardien à la grille m'a dit que vous aviez un problème avec votre pick-up et je voudrais offrir mon aide. » Le silence qui suivit fut embarrassant, puis Laurent commença à rire. Un rire sarcastique, plein de mépris. Les 2 gérants à ses côtés échangèrent des regards sans savoir comment réagir. « Vous êtes mécanicienne ?» demanda Laurent d'un ton qui rendait absolument clair qu'il considérait cela comme une blague de mauvais goût. « Mademoiselle, 10 mécaniciens spécialisés ont déjà examiné ce moteur. 10, des hommes avec 20, 30 ans d'expérience, avec des diplômes d'école technique, avec des certifications de concessions officielles, des gens qui ont travaillé dans des usines, dans des ateliers de compétition. Et vous, arrivant ici à vélo avec ce sac à dos usé, vous pensez pouvoir résoudre ce qu'ils n'ont pas pu ?» Sophie sentit ses joues brûler, mais garda sa voix ferme et calme. « Monsieur, je sais que mon apparence n'inspire pas confiance, mais donnez-moi juste une chance de regarder le moteur. Si je ne parviens pas à identifier le problème, je ne facturerai rien. Je demande juste une opportunité. » Laurent croisa les bras et inclina la tête, comme s'il évaluait un enfant qui venait de dire quelque chose de stupide. Il regarda ses gérants, puis de nouveau Sophie. Et savez-vous ce qu'il pensa à ce moment? Il pensa « Ça va être amusant. Je vais transformer ça en spectacle. Je vais montrer à tout le monde ici qu'il y a des limites, que tout le monde ne peut pas tout faire. » Et c'est à ce moment, mes amis, que la situation passa de l'embarrassant à l'absolument cruel. Laurent prit le talkie-walkie accroché à sa ceinture et appuya sur le bouton. Marc, Julien, Bernard, tous ceux qui sont près du siège, venez à la cour centrale maintenant. Nous avons une attraction spéciale ici. Sa voix résonna dans les radios dispersées sur le domaine et en quelques minutes, des employés commencèrent à arriver. Des conducteurs de tracteurs qui vérifiaient l'équipement, des opérateurs de moissonneuses en pause café, des administrateurs qui travaillaient dans les bureaux, des employés de la cuisine et du nettoyage. En moins de 10 minutes, il y avait 15 personnes rassemblées en demi-cercle autour du RAM noir, tous confus, curieux, sans comprendre ce qui se passait. Laurent se positionna à côté de Sophie comme un présentateur de cirque sur le point de révéler son attraction principale. « Les gens », annonça-t-il à voix haute avec un sourire cynique, « aujourd'hui nous avons une surprise spéciale. Cette demoiselle ici, Sophie, est arrivée à vélo et s'est présentée comme mécanicienne. Elle pense pouvoir réparer ce que les meilleurs mécaniciens de Provence n'ont pas pu. Vous connaissez ce RAM qui est immobilisé depuis 4 mois, qui est passé entre les mains de 10 spécialistes. Elle pense avoir la solution. » Certains employés rirent nerveusement, d'autres restèrent silencieux,
clairement mal à l'aise avec la situation. Sophie sentit le poids de tous ces regards sur elle, jugeant, doutant, certains avec pitié, d'autres avec moquerie. Laurent continua. « Alors, Sophie, puisque vous êtes si confiante, dites-moi combien vous facturez pour un service de mécanique. » Sophie déglutit. « Monsieur, je facture habituellement 200 € par jour de travail, selon la complexité du service. » Le rire de Laurent fut fort et théâtral. 200 €. Vous entendez ça? Les vrais mécaniciens qui sont venus ici ont facturé 3 000, 5 000 € par jour. Il y en a un qui a facturé 7 000 et elle facture 200. Ça montre déjà la différence entre professionnels et amateurs, n'est-ce pas? Un des gérants, Marc Fontaine, un homme de 52 ans, corpulent, avec une moustache grisonnante et une expression perpétuellement sérieuse, s'approcha. Il avait toujours eu du mal à accepter les changements, surtout quand ils impliquaient des femmes dans des professions qu'il considérait exclusivement masculines. « Laurent, avec tout le respect que je vous dois, dit Marc en secouant la tête, mais appeler une fille pour regarder ce rame est une perte de temps. Une femme n'a ni la force physique ni l'habileté technique pour ce genre de travail lourd. C'est un travail pour homme qui comprend vraiment les moteurs, le couple, la pression hydraulique. Ce n'est pas méchant, mais c'est la réalité. » Laurent acquiesça d'un signe de tête. « Exactement, Marc, mais soyons généreux. Donnons une opportunité à la demoiselle. Après tout le monde doit apprendre ses limites, n'est-ce pas ?» Il se tourna vers Sophie à nouveau, maintenant, avec un ton de voix plus agressif, plus tranchant. « Répondez-moi une chose, mademoiselle. Savez-vous ce qu'est un système Common Rail? Pouvez-vous expliquer la différence entre injection directe et indirecte? Avez-vous déjà travaillé une seule fois dans votre vie sur un moteur Cummins ISB 6.7 turbo-diesel avec 370 chevaux? Avez-vous déjà touché à une pompe haute pression qui travaille à 2500 livres par pouce carré? » Sophie ouvrit la bouche pour répondre, mais Laurent l'interrompit immédiatement. « Non, non, laissez-moi deviner. Vous réparez des petites voitures, des trucs basiques avec moteur à essence, carburateur simple, n'est-ce pas? Et maintenant, vous voulez toucher à un pick-up qui vaut plus d'un demi-million d'euros avec technologie de pointe, ordinateur de bord, système électronique intégré. Vous avez conscience de la responsabilité? » Le public était divisé. Certains hommes riaient ouvertement, soutenant le patron. D'autres, spécialement les 3 femmes qui travaillaient à la cuisine du domaine, regardaient Sophie avec empathie silencieuse, mais aucune n'osait rien dire. Affronter le patron, c'était risquer son emploi. Laurent ne faisait que commencer. Il marcha autour de Sophie comme un procureur face à un accusé. Regardez vos mains calleuses, sales de graisse, vos vêtements vieux, déchirés, votre vélo qui semble sur le point de se démonter à tout moment. Vous voulez que je croie que vous avez des connaissances techniques supérieures à des ingénieurs diplômés? À des mécaniciens certifiés par Cummins, par Dodge? Vous pensez vraiment que je suis idiot? Sophie sentit les larmes brûler derrière ses yeux, mais elle refusa de toutes ses forces de les laisser couler. Sa voix sortit ferme, contrôlée, mais chargée d'émotion. « Monsieur, je ne suis pas venu ici me vendre comme supérieur à qui que ce soit. Je suis venu offrir de l'aide. L'apparence ne définit pas la capacité. Des vêtements sales de graisse signifient que je travaille, que je mets la main à la pâte. Je sais que vous ne me connaissez pas, n'avez aucune raison de me faire confiance, mais donnez-moi juste une chance de regarder le moteur. » Laurent lâcha un rire amer. « Une chance. Vous voulez une chance ?» Il sortit son portefeuille de sa poche, l'ouvrit et en retira un billet de 100 €. Il tendit l'argent vers Sophie. « Écoutez, mademoiselle, je vais vous faciliter la vie. Prenez cet argent. Achetez-vous un bon déjeuner et rentrez chez vous. Oubliez cette idée folle d'être mécanicienne. Ce n'est pas pour vous. Vous semblez être une fille éduquée, travailleuse, mais il y a des professions adaptées aux femmes. S'occuper de la maison, travailler dans un bureau, ce genre de choses. Le moteur diesel, haute puissance, c'est une autre catégorie. Vous n'avez pas la structure physique, pas la formation technique, pas l'expérience. Prenez l'argent et partez avant de vous humilier davantage. » Le silence qui suivit fut assourdissant.
Certains employés rirent, mais c'était un rire mal à l'aise. D'autres détournèrent le regard, honteux d'assister à cela. Une des cuisinières, Madame Hélène, une dame de 60 ans qui travaillait au domaine depuis 30 ans, serra fort les lèvres, clairement indignée, mais sans courage d'intervenir. Sophie regarda le billet de 100 € tendu dans la main de Laurent, regarda les regards de pitié, de moquerie, de malaise autour d'elle, et alors quelque chose en elle, quelque chose qui s'était construit au cours de 13 ans, d'humiliation silencieuse, de sous-estimation constante, d'être ignorée parce qu'elle était une femme, refusa simplement d'accepter cela. « Monsieur, » dit-elle d'une voix qui la surprit elle-même par sa fermeté, « je ne suis pas venu ici demander l'aumône. Je suis venu offrir mon travail, mes connaissances, mon habileté. Vous pouvez douter de moi parce que je suis une femme. Vous pouvez penser que je n'ai pas la capacité, mais je sais ce que je fais. Donnez-moi 30 minutes avec ce moteur, juste 30 minutes. Si je ne découvre pas le problème, vous pouvez me renvoyer et je promets de ne jamais revenir ici. Mais si je le répare, vous me paierez le double de ce que vous avez payé au dernier mécanicien qui a essayé et échoué, et vous vous excuserez devant toutes ces personnes ici. » L'audace de la proposition laissa Laurent momentanément sans voix. Ses yeux se plissèrent, puis un sourire cruel se forma sur son visage. « Le double ? Vous voulez le double ? Le dernier mécanicien a facturé 5 000 € et n'a rien résolu. Vous voulez 1 000 ? » Il rit. « Très bien, j'accepte, mais il y a une condition supplémentaire. Quand vous échouerez, et vous allez échouer, vous admettrez devant tout le monde ici que vous n'êtes qu'une amatrice, que vous vous êtes aventuré là où vous n'auriez pas dû. Et en plus, vous pousserez votre vélo jusqu'à la grille, vous ne pédalerez pas. Vous le pousserez sur les 18 kilomètres de retour à la ville pour vous rappeler cette leçon d'humilité. » La cruauté de la proposition choqua même Marc, qui, malgré ses préjugés, avait quelques notions de décence. Mais personne ne protesta. Le pouvoir de Laurent était absolu ici. Sophie, le cœur martelant dans sa poitrine, tendit la main. « D'accord. » Laurent serra sa main avec une force excessive, essayant d'intimider, mais Sophie ne détourna pas le regard. « 30 minutes. » annonça Laurent à la foule en regardant sa montre coûteuse. « À partir de maintenant, personne ne part d'ici. Je veux tout le monde comme témoin. » Sophie s'approcha du rame d'un pas ferme, malgré ses jambes qui tremblaient légèrement. Elle pouvait sentir les 15 paires d'yeux rivés sur elle, jugeant chaque mouvement. Le soleil de septembre était haut maintenant, tapant sans pitié, et la sueur coulait sur son visage. Mais elle ne pouvait pas penser à ça maintenant. Elle avait 30 minutes pour prouver sa valeur, pour honorer la mémoire de son père, pour montrer que la compétence n'a pas de genre. Avant même d'ouvrir le capot, elle demanda la clé. Laurent, avec un sourire sarcastique, jeta la clé dans sa direction de façon délibérée, la faisant tomber par terre. Sophie la ramassa sans montrer d'émotion, monta dans le pick-up et tourna la clé de contact. Le tableau de bord numérique s'alluma immédiatement, affichant ce code d'erreur qui était déjà devenu familier pour tous. Paisible 87, pression de carburant insuffisante. « Tous les mécaniciens ont déjà vu ce code, mademoiselle », commenta Laurent à voix haute pour que tout le monde entende. « Ça n'impressionne personne. C'est le BABA. » Sophie ne répondit pas. Elle était concentrée, observant non seulement le code, mais le comportement du tableau de bord, la vitesse à laquelle les lumières s'allumaient, les sons subtils que le système faisait en essayant de s'initialiser. Elle coupa le contact, attendit 5 secondes, le remit, répéta le processus 3 fois, toujours attentive aux moindres détails. Certains employés s'entre-regardèrent, confus, pensant qu'elle perdait simplement du temps. Puis elle sortit du pick-up, ouvrit le capot et révéla enfin le moteur Cummins ISB 6.7. Un moteur imposant, puissant, avec ses 6 cylindres en ligne, turbocompresseur, intercooleur, système d'injection électronique de dernière génération. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie automobile, évalué seul à plus de 1 000 €. Et là, elle se tenait, une mécanicienne autodidacte arrivée à vélo, sur le point de déchiffrer le mystère qui avait vaincu 10 spécialistes.
Sophie retira son sac à dos et l'ouvrit. Elle en sortit un stéthoscope mécanique artisanal qu'elle avait elle-même construit des années auparavant, suivant les instructions des carnets de son père. C'était un outil simple, mais extrêmement efficace pour détecter des bruits internes dans les systèmes pressurisés. Marc, le gérant au préjugé, lâcha un rire de dérision. « Regardez ça, les gens, elle a apporté un stéthoscope de jouet. Ça ressemble à un truc de brocante. » Certains rirent avec lui. Laurent croisa les bras, secouant la tête comme s'il assistait à une comédie de mauvais goût. Mais Sophie ignora complètement. Elle demanda le silence absolu et, étonnamment, Laurent accepta, curieux de voir où cela allait mener. Pendant les 12 minutes suivantes, Sophie travailla avec une concentration chirurgicale. Elle positionna le stéthoscope à différents points du système d'injection, écoutant, analysant, comparant les sons. Elle touchait les composants du bout des doigts, sentant des vibrations imperceptibles. Elle vérifiait les connexions électriques, non pas avec un multimètre cher, mais avec le toucher affiné de quelqu'un qui connaissait profondément ce type de système. Elle démonta partiellement la protection plastique du moteur pour accéder au rail d'alimentation Common Rail, ce composant critique qui distribue le carburant sous très haute pression aux injecteurs. La foule observait dans un silence croissant. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, dans la confiance de ses mains, dans la méthodologie de son travail, qui commençait à planter des graines de doute dans la moquerie initiale. Même Laurent, qui avait commencé tout cela comme un spectacle cruel, était maintenant genument intrigué. Sophie plaça le stéthoscope sur une valve spécifique, cachée entre les tuyauteries dans la partie inférieure du rail. Elle ferma les yeux, se concentrant uniquement sur le son, et puis, après de longues secondes, ses yeux s'ouvrirent. J'ai trouvé le problème. Le silence fut total. Laurent décroisa lentement les bras. « Et quel est le problème, docteur ?» demanda-t-il avec du sarcasme encore présent dans la voix, mais maintenant mélangé avec une pointe d'anxiété. Sophie pointa vers la petite valve qu'elle examinait. Le régulateur de pression du rail Common Rail est bloqué mécaniquement en position fermée. C'est une défaillance microscopique que les scanners électroniques ne peuvent pas détecter parce que le composant continue de répondre électriquement comme s'il fonctionnait normalement, mais mécaniquement, il est coincé. Cela cause une sous-pression critique dans le système qui empêche le moteur de générer la pression nécessaire pour l'allumage. Le résultat est ce code d'erreur générique P087 qui mène les mécaniciens à chercher le problème au mauvais endroit. Laurent fronça les sourcils. Tous les mécaniciens précédents ont testé le système de pression. Ils ont changé la pompe, changé des capteurs, reprogrammé le module de contrôle. Comment aucun d'eux n'a trouvé ça ? Parce que cette valve a un taux de défaillance de moins de 0,2% selon les manuels techniques Cummins, expliqua Sophie calmement. C'est si rare que ça n'est pas sur les listes de vérification standard. Les mécaniciens précédents ont probablement testé la pression de sortie de la pompe qui était correcte, testé les capteurs qui répondaient normalement, mais personne n'a testé manuellement le régulateur de pression du rail parce que c'est un composant qui ne tombe simplement pas en panne, sauf quand ça arrive. Bernard, le conducteur de tracteur de 67 ans, s'approcha, genument impressionné. « Et comment avez-vous identifié ça, ma petite ?»« Par le son. » répondit Sophie en tenant le stéthoscope. Quand vous mettez le contact, la pompe haute pression commence à travailler. Si vous écoutez attentivement le rail Common Rail avec un stéthoscope mécanique, vous pouvez percevoir la différence entre le son d'une pression distribuée uniformément et le son d'une pression bloquée. C'est une différence subtile, presque imperceptible, mais elle est là. J'ai appris cette technique de mon père. Il disait toujours que les moteurs parlent à ceux qui savent écouter. Marc, encore sceptique, croisa les bras. Même si votre diagnostic est correct, réparer ça nécessite des outils spécialisés et une pièce de rechange qui coûte 8 000 € et prend 30 jours à arriver de l'importateur. Vous ne pourrez rien faire ici et maintenant. Sophie sourit pour la première fois depuis son arrivée au domaine. Je n'ai pas besoin de pièces neuves. Je peux débloquer le régulateur manuellement.
et le recalibrer. C'est une procédure délicate qui n'est pas dans les manuels officiels Cummins, mais c'est une technique de terrain qui existe parmi les mécaniciens expérimentés. Mon père l'a développée après des années à travailler sur des moteurs agricoles et l'a enregistrée dans ses carnets techniques. J'ai pratiqué cette technique des dizaines de fois. Laurent regarda sa montre. « Vous avez déjà utilisé 14 minutes. Il en reste 16. Je n'aurai besoin que de 12 de plus. » répondit Sophie avec confiance. Elle retourna à son sac à dos et en sortit un ensemble de petits outils de précision, certains improvisés, d'autres adaptés. Il y avait une clé Allen modifiée, une pince chirurgicale qu'elle avait achetée dans une brocante médicale, un petit marteau de précision. Pour les observateurs, cela semblait inadapté pour travailler sur un pick-up d'un demi-million d'euros, mais Sophie savait exactement ce qu'elle faisait. Pendant les 12 minutes suivantes, le domaine entier sembla retenir son souffle. Sophie démonta partiellement le système d'injection avec une précision qui frôlait l'artistique. Chaque mouvement était calculé, chaque vis retirée avec le couple exact pour ne pas endommager les filetages. Elle accéda au régulateur de pression, un composant de la taille d'un briquet caché dans un angle presque inaccessible. Avec la pince chirurgicale et un éclairage improvisé utilisant son téléphone fixé avec du ruban adhésif, elle parvint à visualiser le mécanisme interne de la valve. « Voilà », murmura-t-elle pour elle-même. Le piston de retour est bloqué par des résidus de carburant cristallisés. Quelqu'un a probablement fait le plein avec du diesel de qualité douteuse à un moment donné. Avec des mouvements millimétriques, elle utilisa une aiguille stérilisée pour retirer le résidu microscopique qui empêchait le piston de bouger librement. C'était un travail d'horloger, pas de mécanicien, nécessitant patience, précision et surtout une connaissance profonde du fonctionnement interne de ce système. Laurent s'approcha, observant par-dessus son épaule. Pour la première fois, il ne se moquait plus. Il était genument fasciné par le niveau de compétence technique qu'il était en train de voir. Cette femme qu'il avait humiliée publiquement faisait quelque chose qu'aucun des mécaniciens certifiés n'avait réussi à faire. Elle résolvait vraiment le problème. Après avoir nettoyé le mécanisme, Sophie dut le recalibrer. Cela nécessitait d'ajuster la tension du ressort interne du régulateur pour garantir que la pression d'opération revienne aux paramètres corrects. Elle utilisa une technique que son père avait notée dans ses carnets, compter le nombre de rotations de la vis de réglage tout en observant la résistance tactile. C'était primitif, comparé aux équipements électroniques modernes, mais extrêmement efficace. Finalement, elle remonta tout, vérifia chaque connexion, chaque collier, chaque capteur, nettoya ses mains sur un vieux chiffon qu'elle transportait dans son sac et se tourna vers Laurent. « Vous pouvez démarrer. » L'horloge marquait 26 minutes depuis le début du défi. Laurent regarda le pick-up, puis Sophie, puis les employés autour. Sa main tremblait légèrement quand il prit la clé. Il monta dans le ram, s'installa dans le siège en cuir, inséra la clé dans le contact et, le cœur battant, la tourna. Le moteur Cummins ISB 6.7 rugit de nouveau à la vie. Le son fut assourdissant, glorieux, parfait. Ce rugissement profond et puissant d'un moteur diesel, haute performance, fonctionnant à pleine capacité. Le tableau de bord numérique s'alluma sans aucun code d'erreur. Tous les systèmes répondirent normalement. Le pick-up qui était mort depuis 4 mois, qui avait vaincu 10 mécaniciens spécialisés, qui avait coûté 8 000 € en tentative ratée de réparation, fonctionnait parfaitement. Le silence initial fut brisé par une explosion de réaction. Les employés éclatèrent en applaudissements, cris de surprise, exclamations d'incrédulité. Madame Hélène, la cuisinière, avait les larmes aux yeux. Bernard applaudissait avec enthousiasme, un sourire jusqu'aux oreilles. Même certains hommes qui s'étaient moqués de Sophie applaudissaient maintenant, genument impressionnés. Laurent resta assis dans le pick-up, les mains sur le volant, le moteur tournant, complètement abasourdi. Il ne pouvait pas traiter ce qu'il venait de voir. Lentement, comme s'il était en transe, il coupa le moteur, sortit du véhicule et resta debout face à Sophie. « Comment avez-vous fait ça ?» demanda-t-il d'une voix étranglée, dépouillée de toute son arrogance précédente.
Sophie, avec dignité et calme, ferma son sac à dos. Avec des connaissances, monsieur, avec dévouement et surtout avec respect pour la profession que j'ai choisie. C'est à ce moment que Bernard, le conducteur de tracteur de 67 ans, fit un pas en avant. C'était un homme de peu de mots, respecté par tous au domaine pour ses 40 ans d'expérience avec les machines agricoles. Quand il parlait, les gens écoutaient. « Patron !» dit-il en retirant son chapeau de paille en signe de respect. « Pardonnez-moi de le dire, mais vous ne savez pas qui est cette demoiselle ?» Laurent, encore sous le choc, regarda Bernard. « Comment ça ? C'est Sophie Moreau, la fille de feu Pierre Moreau, qui a été le meilleur mécanicien agricole que cette région ait jamais connu. Pierre était une légende vivante parmi les agriculteurs d'ici. Et elle, patron, elle a hérité de son talent, mais multiplié par 10. Le silence était absolu maintenant. Tous les yeux étaient fixés sur Bernard pendant qu'il continuait. Dans le circuit des domaines, parmi ceux qui comprennent vraiment les machines lourdes, il l'appelle la doctoresse des diesels. Elle est célèbre, patron, célèbre pour résoudre des problèmes que personne ne peut. Moi-même, il y a 2 ans, je l'ai vu réparer un moteur de camion 18 vitesses qui était immobilisé depuis 6 mois. 3 mécaniciens de concession avaient abandonné. Elle a découvert le problème en moins d'1 heure. Un problème dans le système pneumatique auquel personne n'avait pensé à vérifier. Un autre employé, Thomas Petit, un des opérateurs de moissonneuse, s'approcha aussi. « C'est vrai, patron. Mon beau-frère a un domaine près d'Avignon, une grande propriété avec des équipements valant des millions. L'année dernière, sa moissonneuse-batteuse, une machine de presque 1 million d'euros, a présenté un problème électrique complexe qui a laissé l'équipement immobilisé en pleine récolte. Des pertes de milliers par jour. Ils ont appelé 3 ingénieurs de la concession. Ils sont restés 2 semaines à essayer de résoudre. Ils n'ont pas pu. Quelqu'un a parlé de Sophie. Elle y est allée, patron. 2 heures. En 2 heures, elle a identifié un court-circuit dans un faisceau électrique caché derrière le panneau de contrôle, à un endroit où même les ingénieurs n'avaient pas pensé à regarder. Et vous savez combien elle a facturé ? 800 €, alors qu'elle aurait pu facilement demander 1000. Une des employées de la cuisine, Marie, une femme d'une 40aine d'années, se manifesta aussi. « Mon mari travaille au domaine des lavandes, du côté d'Aix. Il m'a raconté qu'il y a 2 ans, leur tracteur principal, un énorme John Deere, a cessé de fonctionner. C'était un problème de moteur, mais personne ne parvenait à découvrir exactement quoi. Ils ont appelé des mécaniciens de partout, même de Paris. Rien. Jusqu'à ce que le contremaître se souvienne de la mécanicienne dont quelqu'un avait parlé. Ils l'ont appelée. Elle a identifié que c'était un problème avec le capteur de rotation du vilebrequin qui envoyait des données erronées à l'unité électronique centrale. Elle a changé le capteur, recalibré le système et le tracteur est reparti parfaitement. Les témoignages commencèrent à se multiplier, employé après employé, révélant des histoires sur la légendaire mécanicienne qui parcourait les domaines de la région, résolvant l'impossible. Laurent écoutait tout cela avec une expression mélangeant honte, choc et profond regret. Comment ne savait-il pas cela ? Comment avait-il humilié publiquement précisément la personne qui avait la réputation que tous ici décrivaient ? Marc, le gérant aux préjugés qui s'était moqué de Sophie, était pâle. Il savait qu'il avait commis une erreur terrible, non seulement morale, mais aussi professionnelle. S'il avait fait le minimum, une simple recherche, il aurait découvert qui elle était. Bernard continua, regardant maintenant directement Sophie avec un respect authentique. « Mademoiselle, j'ai connu votre père. Pierre a réparé mes tracteurs pendant des années. C'était un homme bon, honnête, et il avait un don de Dieu pour comprendre les machines. Quand il est décédé, beaucoup de gens dans la région ont ressenti le manque. Et maintenant, en vous voyant ici faire ce que vous avez fait, je suis sûr qu'il serait très fier. » Les mots de Bernard touchèrent Sophie en plein cœur. Pour la première fois depuis son arrivée au domaine, elle ne put retenir ses larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou d'humiliation, mais de reconnaissance, de validation. Pendant 13 ans, elle avait travaillé dans l'ombre, sous-estimée, ignorée,
Et maintenant, là, devant 15 personnes, son histoire était racontée, son talent était reconnu. Laurent fit quelques pas en arrière, titubant légèrement. Il regarda le RAM fonctionnant parfaitement, puis Sophie, puis tous ses employés qui la regardaient maintenant avec admiration. Alors, quelque chose en lui, quelque chose qui était enfermé depuis 7 ans, depuis la mort de Claire, se brisa. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Laurent Dubois. Pour la première fois en 7 ans, cet homme dur, froid, contrôlant, pleurait en public. Et alors, pour le choc absolu de tous les présents, il tomba à genoux devant Sophie. « Pardon, dit-il d'une voix brisée. Pardon, Sophie. Pardon pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait, pour comment je vous ai traité. Je vous ai humilié, manqué de respect, jugé sans vous connaître. Je suis un idiot arrogant qui pense que l'argent et le pouvoir signifient quelque chose, mais vous m'avez donné la plus grande leçon d'humilité de ma vie. » Le domaine entier était silencieux, témoin de ce moment surréaliste. Le patron tout-puissant, l'homme d'affaires de 180 millions, était à genoux, pleurant, demandant pardon à une mécanicienne arrivée à vélo. Sophie, avec la dignité qui l'avait toujours caractérisée, tendit la main et aida Laurent à se relever. « Monsieur Dubois, j'accepte vos excuses. Tout le monde mérite une seconde chance. Tout le monde peut apprendre et changer. » Laurent tint sa main avec ses 2 mains, comme s'il tenait quelque chose de précieux. « Comment avez-vous appris tout ça ?» Sophie respira profondément. « Monsieur, j'avais 16 ans quand mon père est décédé. C'était un infarctus, sans avertissement, sans temps pour dire au revoir. Ma mère s'est retrouvée seule avec 3 enfants. Moi, l'aîné, mon frère du milieu et ma petite sœur. Nous n'avions pas d'argent, nous n'avions rien. J'ai dû quitter l'école pour travailler. Mais travailler à quoi? Je ne savais rien faire. » Elle fit une pause, les souvenirs douloureux revenant. C'est alors que j'ai trouvé les carnets de mon père. Il avait l'habitude de noter tout ce qu'il apprenait sur les moteurs, les systèmes mécaniques, hydrauliques, électriques. C'étaient des années et des années de connaissances enregistrées dans une belle écriture. J'ai commencé à étudier ces carnets comme s'ils étaient la Bible. Je regardais des vidéos sur Internet, lisais des manuels techniques et surtout je pratiquais. N'importe quel moteur cassé que je trouvais, je le démontais, l'étudiais, essayais de le réparer. Des tracteurs abandonnés, de vieilles camionnettes, n'importe quoi. J'ai passé des années à faire ça, apprenant seul. Laurent écoutait avec une attention totale, ainsi que tous les autres présents. Madame Hélène pleurait ouvertement maintenant. Pendant ces 13 ans, continua Sophie, j'ai travaillé dans de petits ateliers, gagnant toujours moins que les mécaniciens hommes, faisant toujours les services que personne ne voulait. Mais peu à peu, certains agriculteurs ont commencé à m'appeler quand ils avaient des problèmes compliqués. Ils ne se souciaient pas que je sois une femme, ils se souciaient seulement des résultats, et je donnais des résultats. Mais toujours, j'étais sous-estimé, je devais toujours prouver ma valeur. Je devais toujours être 2 fois meilleur qu'un homme pour être considérée à moitié bonne. Elle regarda autour d'elle tous les employés. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui en espérant du respect. Je suis venu en m'attendant à une nouvelle rejection, une nouvelle humiliation. J'y suis habitué, mais je suis quand même venu parce que ma mère a besoin d'un traitement dentaire qui coûte 4 000 € et mon frère entre à l'université. Je suis venu parce que je n'ai pas le choix. Et je suis venu parce que chaque moteur que je répare est une façon d'honorer la mémoire de mon père, de prouver que son talent n'est pas mort avec lui. Le silence était révérencieux maintenant. Laurent passa ses mains sur son visage, essuyant ses larmes. « Sophie, j'ai perdu ma femme il y a 7 ans, accident d'avion. Depuis, je me suis fermé émotionnellement. Je suis devenu dur, froid, contrôlant. Je traite les gens comme des objets, comme des pièces remplaçables. J'ai plongé dans le travail pour ne pas traiter la douleur, et je suis devenu exactement le type de personne que je mépriserais si je la rencontrais. » Il la regarda avec une sincérité douloureuse. « Aujourd'hui, vous n'avez pas seulement réparé mon pick-up, vous avez brisé quelque chose en moi,
quelque chose qui devait être brisé, cette arrogance, cette froideur, ce manque de respect pour les gens. Vous m'avez montré que la vraie valeur n'est pas dans les diplômes, l'argent, le pouvoir, elle est dans les connaissances, le dévouement, le caractère. Laurent sortit alors son portefeuille et commença à compter des billets de 100 €. Il compta jusqu'à 100 billets, 1000 €, le double de ce qu'il avait payé au mécanicien le plus cher. Il tendit l'argent à Sophie. « Ceci est à vous. Vous l'avez gagné de façon juste, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est même pas proche d'être suffisant pour compenser ce que j'ai fait. » Sophie prit l'argent, mais avant qu'elle ne puisse remercier, Laurent continua. « Je veux vous faire une proposition. Travaillez pour moi, non pas comme employé ordinaire, mais comme chef du département technique de tous mes 5 domaines. Vous superviserez la maintenance de tous les équipements. 47 tracteurs, 12 moissonneuses-batteuses, 23 pick-up, des dizaines d'outils agricoles. Salaire de cadre, 2005 000 € par mois. Une voiture de l'entreprise pour vous, votre propre équipe à monter et former. Autonomie totale. » La proposition laissa Sophie sans voix. 5 000 par mois. Elle n'avait jamais gagné plus de 2 000 de sa vie. Et plus encore, continua Laurent maintenant d'une voix ferme, décidée, je vais investir dans la construction d'un centre de formation technique ici dans la région. Il s'appellera Centre de formation technique Pierre Moreau, en hommage à votre père. Nous offrirons des cours gratuits de mécanique diesel, mécanique agricole, système hydraulique et électrique. Et nous nous concentrerons spécialement sur le recrutement et la formation de femmes pour briser ce préjugé idiot que j'ai moi-même perpétué pendant des années. Vous serez la coordinatrice technique. Les employés explosèrent en applaudissements à nouveau. Madame Hélène courut et embrassa Sophie en pleurant de bonheur. Bernard lui serra la main avec force, avec un profond respect. Même Marc s'approcha, honteux, et présenta des excuses sincères. Sophie, encore en train de tout traiter, regarda Laurent. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire. »« Dites que vous acceptez, » répondit Laurent avec un sourire authentique, le premier vrai sourire en des années. « Donnez-moi la chance de réparer l'erreur que j'ai commise. Donnez-moi la chance de faire quelque chose de bien, quelque chose qui compte vraiment. » Sophie essuya ses larmes, respira profondément et tendit la main. « J'accepte. » 15 mois plus tard, le domaine Saint-Michel était un endroit complètement différent, et pas seulement à cause de la nouvelle structure qui avait été construite à l'entrée de la propriété, un bâtiment moderne de 2 étages avec le nom Centre de formation technique Pierre Moreau gravé en grandes lettres sur la façade. La transformation était bien plus profonde que des briques et du béton. Sophie Moreau arrivait chaque matin conduisant une Toyota Hilux argentée de l'entreprise, celle que Laurent avait mise à sa disposition le premier jour de travail. Elle dirigeait maintenant une équipe de 5 mécaniciens, 3 hommes et 2 femmes, tous choisis personnellement par elle. Le département technique qu'elle avait monté de zéro était devenu une référence régionale. Les 5 domaines de Laurent n'avaient jamais eu d'équipement aussi bien entretenu, aussi efficace. L'économie en maintenance préventive, la première année, avait dépassé 8 000 €, un montant qui avait impressionné même les auditeurs financiers les plus sceptiques. Mais ce qui avait vraiment transformé cet endroit, c'était le centre de formation. Laurent avait investi 5 millions d'euros dans la construction et l'équipement de l'école technique. Ateliers modernes, outils de dernière génération, moteurs didactiques, simulateurs électroniques, tout gratuit pour les élèves. La première promotion comptait 60 étudiants et 40 d'entre eux étaient des femmes, des jeunes de 18, 20, 25 ans, venant de toute la Provence, de petites villes de l'intérieur, toutes avec la même lueur dans le regard que Sophie avait quand elle avait commencé son parcours. Sophie donnait des cours bénévoles les samedis. Elle enseignait non seulement la partie technique, mais surtout la confiance, la dignité, la certitude que les femmes pouvaient dominer n'importe quelle profession qu'elles choisissaient. Quand elle racontait sa propre histoire sur le père qu'elle avait perdu, sur les années d'humiliation, sur ce jour au domaine Saint-Michel, les élèves se voyaient en elle et comprenaient que c'était possible. Laurent aussi avait changé profondément.
Il commença à traiter ses employés avec un respect authentique. Il apprenait les noms de tous, demandait des nouvelles de leur famille, écoutait leurs préoccupations. Le domaine, qui était autrefois un lieu de tension et de peur, était devenu un environnement où les gens voulaient vraiment travailler. Et pour la première fois en 7 ans, Laurent commença à traiter sa douleur pour la perte de Claire. Il chercha une thérapie, quelque chose qu'il avait toujours considéré comme une chose de faible, et découvrit qu'admettre sa vulnérabilité était en fait la plus grande démonstration de force. Par un après-midi ensoleillé de décembre, Sophie était au centre de formation supervisant un exercice pratique avec les élèves quand Laurent apparut. Il observa en silence pendant quelques minutes, regardant ces jeunes femmes travailler avec confiance sur des moteurs diesel complexes, riant, apprenant, grandissant. « Puis-je vous parler une minute ?» demanda-t-il à Sophie. Ils sortirent dans la cour extérieure. Laurent regarda le bâtiment, la plaque avec le nom de Pierre Moreau et sourit. « Vous savez ce que votre mère m'a dit l'autre jour ?» Sophie sourit. Madame Colette travaillait maintenant comme administratrice du centre de formation, s'occupant des inscriptions, de la documentation, de l'organisation. Son traitement dentaire avait été payé et elle était heureuse, épanouie, fière de sa fille. Elle a dit que votre père serait fier, non seulement de vous, mais de tout ce qu'il y a ici. De savoir que ses connaissances ne sont pas mortes, mais se sont multipliées en dizaines d'autres personnes. Sophie sentit les larmes venir, mais maintenant c'étaient de bonnes larmes. J'y pense tous les jours. Chaque élève qui obtient son diplôme, chaque moteur que mon équipe répare, est un hommage à lui. Laurent respira profondément. « Sophie, je voulais vous remercier. Vous avez changé ma vie. Vous m'avez montré que je gaspillais mon existence à être amer, arrogant, vide. Aujourd'hui, je me réveille avec un but, sachant que je fais quelque chose qui compte vraiment. Et tout a commencé avec vous ce matin-là, quand vous avez eu le courage de ne pas abandonner, même après tout ce que j'ai fait. Tout le monde mérite la rédemption, Laurent. Vous l'avez prouvé. » Tandis que le soleil se couchait sur les plantations de lavande, peignant le ciel en orange et rouge, Sophie regardait l'avenir avec espoir. Son frère Thomas était à l'université étudiant l'ingénierie mécanique, inspiré par elle. Sa mère était heureuse et en bonne santé. Et elle, une mécanicienne autodidacte qui était arrivée à vélo à ce domaine, était maintenant chef de département, professeur, inspiration pour des dizaines de jeunes femmes. L'histoire de Sophie Moreau s'était répandue dans la région, était devenue sujet d'articles dans les journaux locaux, avait fait l'objet de reportages à la télévision. Mais pour elle, ce qui importait vraiment était là, dans ce centre de formation, dans les mains calleuses de ces élèves qui apprendraient que la compétence n'a pas de genre, que le talent ne se mesure pas à l'apparence et que la dignité est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Et Laurent Dubois, l'homme d'affaires qui avait un jour humilié une femme par préjugé, apprit la leçon la plus importante de sa vie. Que la vraie richesse n'est pas dans ce que vous avez, mais dans combien de vies vous transformez pour le mieux. Que le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle, mais de l'humilité. Et que parfois, la personne qui arrive à vélo avec des vêtements simples et des mains sales de graisse peut enseigner plus sur la valeur humaine que tous les diplômes et certificats du monde. Merci d'avoir écouté cette histoire sur Moteurs et Espoirs. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire dans les commentaires de quelle région de France vous nous regardez. Votre soutien signifie tout pour nous et nous aide à continuer à partager des histoires qui inspirent et donnent de l'espoir. À bientôt pour une nouvelle histoire, mes amis. Et rappelez-vous, le talent n'a pas de genre et la dignité ne peut jamais être volée.